Got gun, Hulk left slot. Dixie left, T left. Mercedes, wide chip, Ricky. Beaver left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Touchdown Actu numéro 381. Raoul Villeroy, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de NFL, la semaine 12. Je suis avec Grégory Richard pour cette émission. Salut Greg. Salut Raoul et bonjour à tous. Bonjour Greg et bonjour Alain qui est aux manettes de l'émission pour cette fois-ci. Salut Alain. Bonjour, bonjour. Je le prends de surprise, les dernières fois je l'avais oublié, j'en suis navré. Bien sûr qu'Alain est toujours là pour nous soutenir et un grand merci à lui. Une semaine spéciale bien sûr pour les fans de foot US avec Thanksgiving ce jeudi. Si vous nous écoutez jeudi, on l'enregistre un peu plus tôt aujourd'hui pour que vous puissiez avoir le podcast avant les matchs de ce soir. Du coup pas de questions puisque on vous répondra en live pendant le match de 18h30. N'oubliez pas de nous retrouver sur YouTube pour l'affiche Lions-Texans. On sera là pour commenter avec l'équipe du podcast et pour répondre à vos questions en direct. Pour le reste ça ne change pas, vous connaissez le format du jeudi, le débat, l'affiche de la semaine, les pronos. Cette semaine on va parler des rookies défensifs, pour une fois, on va s'intéresser à l'autre côté du ballon, et pour l'affiche du jour, on a choisi le match entre les Chiefs et les Buccaneers, bien sûr, l'affrontement Mahomes-Brady. Greg, est-ce que tu es prêt ? Tout à fait, allons-y. Alors, c'est parti. Hi, it's Navarro Bowman from the 49ers, and you listen to the Touchdown Podcast. Alors, pour une fois, intéressons-nous aux rookies défensifs. On a parlé pas mal du rookie offensif, en tout cas du titre depuis le début de l'année. Surtout avec la blessure de Joe Burrow qui libère un peu de place pour les autres candidats. Greg, si tu es d'accord, j'ai retenu une liste de 7 joueurs. Pas forcément dans l'ordre dans lequel ils ont été draftés, mais pas loin. On va pouvoir s'intéresser à leur cas, savoir s'ils sont un candidat crédible au titre de MVP. Est-ce que c'est bon pour toi comme format ? Et si tu n'es pas content, tu pourras m'en dire d'autres. Oui, c'est comme si j'avais le choix, mais dit-il. Bien Ouais, sûr, vas-y, je suis le allons-y, maître allons-y. de ce podcast. Voyons ça, parce que c'est vrai que lorsqu'on avait fait les catégories les distinctions de mi-saison, bon, c'est pas la catégorie sur laquelle on avait le plus grand recul, donc voilà, ça nous permet au moins d'avoir une vision globale, donc ce sera pas plus mal. Alors, le premier, évidemment, ça va être difficile de passer à côté. Le lineman défensif Chase Young, qui avait été sélectionné en deuxième par Washington. Alors, moi, je me demande toujours si... il est un très bon exemple. C'est probablement un des meilleurs rookies défensifs de l'année. Mais dans une équipe qui a un bilan aussi terrible, est-ce que ça reste une distinction qui est atteignable pour toi, Greg ? Oui, largement, parce que, encore une fois, c'est vrai que la défense de Washington a quand même voix au chapitre cette année. Certains diront que c'est pas forcément dur vu le niveau qu'il y a de l'autre côté du ballon, mais en tout cas ça reste quand même une force dissuasive de l'équipe de la capitale fédérale, notamment la ligne défensive où évolue désormais Chase Young. Alors c'est sûr que voilà, l'expérience d'un Ryan Kerrigan, l'émergence d'un Montez Sweat également sur les côtés lui permet également de se développer un petit peu plus tranquillement, on va dire, mais en tout cas on voit déjà que dès sa première année et malgré le fait d'être très très bien surveillé, il y a beaucoup de double team mine de rien sur certaines rencontres, il arrive à apporter son impact. La production statistique saute pas encore aux yeux, mais encore une fois c'est quand même extrêmement prometteur pour un joueur qui est pas forcément titulaire d'emblée de par les deux concurrents que j'évoquais tout à l'heure. Et surtout de par le niveau, encore une fois, avoir une mauvaise attaque, ça implique également jouer un peu plus souvent, être un peu plus sollicité physiquement, et c'est là où on voit quand même que Chase Young a quand même un certain coffre et offre une marge de progression extrêmement prometteuse, la marge qu'on espérait lors de sa draft en avril dernier. Pour la ligne de stats, effectivement, aujourd'hui, elle n'est pas exceptionnelle dans la mesure où c'est une passe défendue, 2 fumbles forcés et 3 sacs et demi, le tout associé à 25 plaquages. Bon, c'est pas énorme, mais tu l'as dit, il y a une belle marge encore pour lui, donc candidat crédible. Oui, largement. Je te dirais même favori pour moi à l'heure actuelle.
Je pense aussi favori à l'heure actuelle, mais quand même, attention aux petites surprises. Le suivant que j'ai relevé, Patrick Quinn, le linebacker du côté des Ravens. Aujourd'hui, avec deux fumbles recouverts, deux fumbles forcés, deux fumbles recouverts. Un touchdown en récupération, 2 sacs, 70 plaquages, 5 plaquages pour perdre, 6 QB hits. Une production qui est peut-être un peu plus forte, mais qui n'est pas au même poste que Chase Young. Ouais, alors j'en avais parlé lors d'une précédente émission. C'est vrai que Patrick Quinn, donc deuxième tour en provenance d'LSU, c'est vrai qu'il y avait ce point d'interrogation sur est-ce que c'est un joueur qui est surcoté par le niveau qui était affiché par LSU la saison dernière, en tout cas la vague sur laquelle les prospects du de bâton rouge surfaient. On voit qu'il y a quand même, il a quand même confirmé et rassuré sur pas mal de domaines. Maintenant, j'ai quand même cette impression avec Patrick Quinn, et je l'avais évoqué, qu'il y a quand même encore cette irrégularité. Après, encore une fois, ça reste qu'un rookie, mais c'est vrai que c'est un peu la même interrogation qu'on pouvait avoir à LSU, c'est-à-dire que en fonction du rendement global de Baltimore d'une semaine à l'autre, son rendement à lui est pas forcément le même. Et voilà, on a l'impression qu'il se calque un petit peu au niveau de son équipe et que forcément, pour l'instant, c'est difficile d'en faire un leader incontestable de ce groupe-là. Après, on voit qu'il y a quand même des choses intéressantes. Tu l'as dit, il y a une aptitude à être un playmaker. Sur la couverture, il n'est pas toujours parfait, en tout cas pas comme on nous l'a forcément vendu, mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même des instincts plus qu'intéressants. Il est extrêmement motivé lorsqu'il avait croisé notamment Joe Burrow contre Cincinnati et il me semble qu'il avait sorti quand même une assez bonne prestation ce jour-là. Donc non, franchement, là encore, il y a une marge de manœuvre intéressante. Tu le mets en deuxième derrière Young, en tout cas dans l'ordre d'énumération des noms. Je pense qu'honnêtement, si on prend un classement ou en tout cas le nombre de votes recueillis, je pense en effet qu'il sera pas loin derrière le lineman défensif de Washington, surtout qu'en l'occurrence Baltimore fait une meilleure saison que les feux Redskins et avec toujours une possibilité de jouer les playoffs dans une défense en plus qui reste au niveau, ce qui n'est pas forcément le cas de l'attaque cette année. Attention, la football team est tout à fait en mesure de jouer les playoffs encore aujourd'hui. Oui, mais bon, je veux dire, c'est pas par défaut entre guillemets. Voilà, il y a quand même l'effectif pour le faire, quoi. Bien sûr, eux mériteront leur place en play-off. Attention avec ce genre de mots. Derrière, alors j'ai un petit quadruplé de défenseurs arrière. Je te les donne tous les 4 et puis on voit ce que t'en penses. Antoine Winfield, le defensive back du côté des Buccaneers. Julian Blackmon, le safety des Colts. Jeremy Chin, le safety également, mais chez les Panthers. Et Jalen Johnson, cornerback chez les Bears. En l'occurrence, peut-être Chin, c'est un peu moins le cas, mais Winfield, Blackmon et Johnson, ils jouent dans des très bonnes défenses. Est-ce que c'est ça aussi qui leur donne un peu plus de crédit ? Ça peut aider en effet, mais c'est vrai que c'était des profils qui étaient assez intéressants. J'en avais parlé au lendemain de la draft. C'est vrai que Johnson à Chicago, j'aimais bien et on a vu qu'il apporte en effet cette intensité sur la couverture. Après, le backfield est ce qu'il est, mais voilà, c'est sûr que réussir à s'intégrer de la manière, avec la rapidité avec laquelle il s'est intégré, parce que dès le début de saison, il était quand même assez dissuasif. Donc ça, c'est une bonne chose. Et même Antoine Winfield, encore une fois, c'était presque un style au deuxième tour pour les Bucks. Et on voit en effet qu'il a réussi à trouver sa place, qu'il apporte en effet toute cette polyvalence qu'on espérait de lui. Et ouais, en tout cas, je sais pas s'il profite, mais en tout cas, lui, pour le coup, tu sens qu'il va pas avoir de mal à vite monter en puissance. Et sauf blessure, bien entendu, je pense que dès la saison prochaine, ça peut être un gros cadre de l'effectif. Au même titre qu'un Lavonte David ou ce genre de profil-là. Donc non, très clairement, ouais, si je reprends ta liste de noms. Alors, Jeremy Chin, c'est un peu particulier dans le sens où il joue un peu linebacker safety hybride, me semble-t-il, du côté de Carolina. Il est référencé en safety, mais effectivement... Voilà, et d'ailleurs, c'est peut-être une erreur de ma part, parce qu'encore une fois, j'ai pas scouté dans le détail tous les matchs de Carolina, même si j'étais quelque peu hypé, en tout cas un peu plus que d'autres en début de saison, mais j'ai quand même la sensation que depuis qu'il est un peu plus avancé, enfin en tout cas qu'il a ce rôle encore un peu plus hybride, le run-stop de Carolina souffre un peu moins. Ils prennent toujours beaucoup de touchdowns depuis le début de la saison, mais on voit que d'un point de vue statistique en termes de yards, même s'ils n'ont pas affronté que des cadors, ils ont croisé Atlanta ou Tampa Bay par exemple, mais même contre Kansas City, ils n'ont pas forcément pris l'eau, même si le scénario voulait que Mahomes lance beaucoup. Mais donc voilà, on voit quand même que
le rôle de Chin n'est pas à prendre à la légère. On savait que c'était un safety extrêmement prometteur. On voit que c'est en plus un box safety qui est extrêmement prometteur pour justement rendre cette défense un peu plus dissuasive. Et là aussi, ça peut devenir également un cadre très rapidement dans ce groupe qui reste encore très jeune, mais qui va avoir besoin de leadership important. Et Jeremy Chin peut en être très clairement un. Le dernier, je crois que c'était Julian Blackmon que tu as cité. Ouais, exactement. Qui a plus profité de la blessure, en l'occurrence j'ai oublié son prénom, de Hooker du côté de Kansas City. Mais on savait que c'était un joueur extrêmement polyvalent également du côté de Utah, joueur qui a commencé cornerback il me semble, et on voit en effet que sur le poste de free safety il est capable de clairement apporter sur la couverture, il est capable de punir les quarterbacks s'il y a une erreur qui est faite, et là encore c'est un peu le nez creux qu'a Chris Ballard du côté d'Indianapolis, en tout cas au moins au niveau des safety. Il y en a, sur le reste il y a des bonnes choses, mais en tout cas sur le poste de safety c'est ce qu'on voit, parce qu'on avait eu la bonne surprise Kerry Willis, l'ancien de Michigan State, sur le poste de Strong. Ils arrivent à trouver leur free safety dans une année où Hooker est en fin de contrat, donc voilà, c'est de très bon augure, et en tout cas c'est un joueur c'est des profils extrêmement différents. Je parlais de Chin sur le run stop notamment, Blackmon c'est plus sur la couverture, mais en tout cas oui, c'est sûr qu'il y a un renouveau très clairement. On le cesse de répéter, c'est vrai que le poste de receveur et de DB est devenu extrêmement crucial en NFL, ça se voit aussi de par le niveau de certains rookies cette année. Et d'ailleurs par le niveau de certains rookies en receveur aussi, hein. C'est un poste, on le sait, qui a été très chargé et en niveau à la draft. Donc tant mieux, et heureusement c'est ça, parce on pourrait penser que c'est que d'un seul côté, en effet, de par ce qu'on évoquait, le fait que les rookies offensifs soient peut-être un peu plus sexy cette année, ou en tout cas qu'on sorte un peu plus de noms du chapeau. Mais comme tu le disais, on voit que les defensive backs sont pas forcément laissés pour compte. Et du coup, sur ces quatre-là, Winfield, Johnson, Chin et Blackmon, lequel est selon toi le candidat le plus crédible s'il devait y avoir une surprise au poste de rookie de l'année ? Je dirais forcément Winfield. Je pense qu'avec Chin, c'est celui qui fait la meilleure impression globale depuis le début de la saison, et ça reste là encore un joueur qui est en course pour les playoffs, ce qui est plus forcément le cas de Chin, en tout cas du côté des Panthers. Donc oui, Antoine Winfield très clairement sera au minimum top 3. Et à mon avis, il sera même pas loin du tout de Chase Young dont on parlait tout à l'heure. J'en ai un dernier qui revenait un peu dans les discussions, donc tu vas me dire ce que tu en penses, mais Jordan Elliott, le lineman défensif du côté des Browns, qui avait été sélectionné au 3e tour. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est crédible ? Alors ça, j'avoue, j'ai suivi d'un peu loin les prestations de Jordan Elliott. Là encore, je peux te dire que c'était un joueur qui présentait en tout cas un développement intéressant. Alors après, il me semble qu'il y a eu pas mal de casses sur la ligne défensive de Cleveland, je ne vais pas me tromper, mais il me semble que notamment Ogunjobi a manqué quelques rencontres. Après, ouais, bon, c'est pas non plus... ouais. Je suis en train de regarder les stats, oui, c'est pour ça que je voyais ça d'un peu de loin. Bon, c'est pas extraordinaire, mais en tout cas, oui, il arrive quand même à participer à cette montée en puissance dans les tranchées de Cleveland cette année. En tout cas, la reconstruction intéressante dans ce domaine-là, orchestrée par Stefanski. C'est sûr qu'avoir cette profondeur, cette capacité d'être dissuasif sur le premier rideau défensif du côté de Cleveland, c'est pas un luxe très clairement, surtout par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Et oui, Jordan Elliott me paraît quand même pas vraiment considérable dans l'optique du rookie défensif de l'année. Après, voilà, c'est des choses encore une fois très intéressantes. On sait que le contrat de Sheldon Richardson commence à peser assez lourd dans la balance des Browns, et ils n'ont pas drafté Jordan Elliott par hasard. Donc s'il arrive à donner une relative satisfaction malgré une production qui reste encore assez quelconque, voilà, c'est de bon augure pour la franchise de l'Ohio. Pour défendre un peu sa cause, il est de toute façon pas titulaire aujourd'hui. Il a démarré aucun match, et il joue en moyenne, je vais pas faire de tête, mais il joue en moyenne un tiers des snaps en défense. Donc bon, il n'est pas encore complètement oui, donc c'est place, pas surprenant. C'est un 3e tour, hein. Voilà. C'est pas forcément un joueur sur lequel on mettait on avait énormément d'espoir sur une production rapide. Donc oui, au niveau des temps de passage, voilà, ça, pour l'instant, ça reste une rotation de luxe, si on peut dire ça, et c'est pas forcément une mauvaise chose pour Cleveland. Voilà, donc pensez plutôt à lui pour l'avenir. Jordan, il sera plus rookie de l'année du coup, mais Jordan Elliott, bien. Donc on est d'accord, on part plutôt sur un podium Chase Young, Patrick Queen, Antoine Winfield pour toi. Ouais, si on prend l'ordre, ouais, je dirais Young, Winfield et ouais, Queen et Chin. Peut-être au coude à coude, ouais, je mettrais quand même Queen 3 de par ce que j'évoquais tout à l'heure. Ouais.
Très bien. Bon, rendez-vous en fin d'année pour voir si effectivement le lineman de Washington pourra briller, ou en tout cas apporter un peu de satisfaction à son équipe qu'on a bien besoin cette année. Et nous, on passe à l'affiche de la semaine. L'affiche de la semaine, on vous l'a teasé dans l'intro de ce podcast. Ce sont les Chiefs à 9 victoires et 1 défaite qui vont chez les Buccaneers à 7 victoires et 4 défaites. C'est le 4e duel qui aura lieu entre Patrick Mahomes et Tom Brady. J'aime bien les duels de quarterback. Je sais qu'ils s'affrontent jamais sur le terrain, mais je sais pas, je trouve que ça rend l'affiche un peu sexy. Pour info, il y a 2 victoires pour Tom Brady, dont la finale AFC 2018 avec les Pats, et une victoire du coup pour Mahomes. C'est deux équipes qui sont prétendantes au titre suprême. Est-ce que moi j'ai l'impression que c'est la meilleure attaque face à une des meilleures défenses, Greg? Oui, on peut le symboliser comme ça. En tout cas, c'était longtemps le cas. Alors non pas que la défense soit devenue mauvaise du côté de Tampa Bay, mais c'est vrai qu'elle a été un peu... elle a été un petit peu chahutée, j'ai retrouvé les bons termes, un petit peu chahutée notamment par les Saints il y a quelques semaines de ça, et ils n'ont pas autant perturbé Jared Goff qu'on pouvait le penser, parce que c'est plus à mon sens des erreurs individuelles, des erreurs personnelles de Jared Goff qu'on relancé Tampa, que vraiment un jeu, une énorme pression, enfin des choses qu'on fait qu'ils ont fini par perturber le quarterback des Rams. Après non, très clairement le match-up il est là, ce serait compliqué de dire le contraire, et en effet c'est d'autant plus intéressant que Kansas City a ce luxe de pouvoir utiliser notamment un jeu au sol assez performant pour pouvoir retirer la pression des épaules de Mahomes. En tout cas, on a vu que l'utilisation d'Edward Ziller ce week-end était extrêmement précieuse pour aller chercher la victoire du côté de Las Vegas. C'est pas le cas toutes les semaines. Et au risque de me répéter, il y a toujours quand même un run-stop qui est tout sauf négligeable du côté de Tampa Bay. Donc, on va se retrouver en effet avec un Patrick Mahomes qui va peut-être avoir à lancer beaucoup en territoire ennemi. Et face à cette défense qui va avoir à cœur de se reprendre justement de par ce que j'évoquais et cette prestation en demi-teinte contre Jared Goff, ça peut quand même nous donner un duel assez sexy à suivre. Il y a, on est obligé de le noter, une petite baisse de régime chez les Buccaneers. Après, il y a eu un début un peu difficile, ça a monté en puissance derrière, on se disait, bon ça y est, ils sont lancés, ça rechute un peu, c'est peut-être pas le bon moment pour affronter les Chiefs quand même. Ah non, très clairement. Après, encore une fois, ça dépend de quel côté du ballon on se place. C'est vrai que je te dirais, c'est sûr que défensivement, bon, pour se rassurer, il y a mieux au moment où tu affrontes Patrick Mahomes, même si c'est censé être le point fort de l'équipe. En attaque, puisque à mon sens, c'est quand même le point le plus dommageable, je trouve, de Tampa sur les 2 rencontres, notamment perdues à domicile contre les Saints et les Rams. Le fait de jouer la défense de Kansas City, bon, ça peut ne pas être une mauvaise nouvelle en l'occurrence. Ça fait quelques semaines que j'en parle. Las Vegas a quand même une bonne ligne offensive depuis le début de la saison, ce qui est le cas de Tampa également, même si il baisse un petit peu en niveau ces dernières semaines. Et comme je le disais mardi, ce serait pas une mauvaise idée de prendre exemple sur ce qui a été fait par les Raiders. Donc voilà, à voir éventuellement ce que peut proposer Tampa en attaque. Je pense qu'il va falloir arrêter de mettre un peu trop de pression sur les épaules de Tom Brady. C'est vrai que ce côté en effet de la part de Leftwich à vouloir absolument... alors c'est ce que beaucoup attendaient en début de saison, hein, mais peut-être que le côté feu d'artifice permanent, au bout d'un moment, avec un quarterback de 43 ans, même contre Kansas City et un backfield qui peut être relativement exposable, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Donc faut voir comment Tampa arrivera à changer son fusil d'épaule, mais voilà, on va dire que c'est pas totalement une mauvaise nouvelle d'affronter Kansas City, même si voilà, je suis pas complètement fou non plus. C'est sûr que vu le niveau actuel et vu le rendement notamment du côté du terrain, du côté de la Floride, c'est sûr que c'est pas une bonne chose d'affronter ces Chiefs là, ouais. Au moment où tu parlais de feu d'artifice, je voyais la stat de Jason Pierre-Paul à 7,5 sacs. Je vous jure que ça c'était pas volontaire. Il sort avec une interception quand même, hein. Attention, hein. S'il intercepte Patrick Mahomes, s'il est le 3e joueur à intercepter Patrick Mahomes, bon. Ah non, mais ce serait une sacrée performance de sa part, effectivement. Les Chiefs n'ont pas perdu de la saison à l'extérieur. C'est la seule équipe avec les Steelers. Les Steelers n'ont pas perdu tout court. Qu'est-ce qui peut les faire perdre sur ce match ? Bah écoute, je le disais, pour moi c'est peut-être plus la défense. Je
je disais que la O-line ne me rassurait pas totalement non plus. Il y a toujours cette capacité du côté de Tampa à pouvoir générer du pass rush en fonction des situations. Donc ça peut éventuellement être quelque chose qui permettra de freiner Mahomes. Mais j'ai du mal quand même à pas voir ce match comme un match à points. Alors on aurait pu dire la même chose du Bucks-Rams. Bon, il y a eu une 50aine de points au final, ce qui n'est pas non plus extraordinaire, mais on peut passer la barre des 60 sur ce match-là assez facilement, notamment, je le répète, de par un backfield de Kansas City qui peut être un petit peu plus en difficulté. Je parle notamment des cornerbacks. Il y a toujours des joueurs de talent dans ce backfield. On a vu notamment, je pense, c'est Daniel Sorensen, j'ai un doute sur son prénom, mais Daniel, tout à fait. Voilà, c'est ça, qui est souvent un backup de luxe du côté de cette équipe de Kansas City, mais qui est capable de faire les jeux. On se rappelle que c'est lui qui avait été très important sur équipe spéciale l'année dernière contre Houston. Il l'est assez régulièrement et il a notamment une interception décisive à Las Vegas. Donc non, les safety, c'est pas forcément un problème. Après, je pense que Tampa va vouloir jouer très très écarté. Et il y a quand même moyen de prendre à défaut, je pense, cette arrière-garde. Mais il faudra une ligne défensive un peu plus appliquée que ce qu'on voit, je trouve, ces dernières semaines. Pronostic, Greg, sur ce match. J'y vais quand même avec Tampa Bay. Je l'ai dit, je pense qu'ils ont moyen de freiner cette équipe Je pense qu'ils ont moyen de freiner défensivement Patrick Mahomes. Voilà. Après ça aussi, je l'ai pas dit, mais je pense qu'il faudra quand même réussir enfin à établir un jeu au sol assez performant et surtout régulier. On voit que Kansas City arrive quand même à le faire sur une base assez suffisante avec Edward Ziller ou Bell. Ce serait bien que Tampa arrive à le faire. Ils ont quand même signé Leonard Fournette pour ça, et il y a quand même un Ronald Jones qui a quand même un profil relativement intéressant, ou en tout cas hybride, pour mettre en difficulté ce deuxième rideau de Tampa qui est quand même pas insurmontable. Moi, je vais prendre Kansas City parce que j'ai quand même du mal à les voir ne pas sortir les ressources nécessaires pour battre cette équipe-là. Un dernier point que je note, j'avais complètement omis ce point, mais c'est quand même Harrison Butker. Il a raté 6 extra points quand même cette année. C'est beaucoup. 6, ça me paraît. C'est quasi un sur deux, un tous les 2 matchs, quoi. Donc bon, c'est pas terrible. Ouais, je sais pas. Ils ont pas. Mais on me dit que les Chiefs jouent trop facile depuis le début de la saison. Donc peut-être qu'ils font exprès de rater les extra points. Ouais, pour se motiver un peu. Peut-être. Voilà pour l'affiche de la semaine. Nous, on passe à tous les pronostics de la semaine 12. It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong. Yes, sir. And we're gonna work on 3. 1, 2, 3, work! Tous les pronos de la semaine 12. D'abord, le petit point sur les classements actuels après la semaine 11. Semaine 11 qui a été assez serré pour l'équipe de manière générale, puisque il y a 7 points pour Alain, Raphaël et moi-même. Grégory gagne la semaine entre guillemets à 8. Et Camille fait un petit 5. Merci Camille de me laisser revenir dans la course, c'est bien urbain. Donc Alain reste en tête à 111 points, Grégory à 108, Raphaël 107. Duel bien sûr entre Grégory et Raphaël pour cette deuxième place pour l'instant, et Camille est à 101 et 99 pour moi. Je reviens, rien n'est joué bien sûr, restez jusqu'au bout, le duel sera intense. On commence cette semaine, évidemment, semaine 12, Thanksgiving, donc théoriquement 3 matchs du jeudi, là ça va changer un tout petit peu, puisqu'en l'occurrence l'affiche de 2h du matin, le Ravens Steelers a été décalé à dimanche 19h15, horaire un peu particulier, mais c'est comme ça. Donc on commence ce jeudi à 18h30, Texans 3 victoires, 7 défaites, Lions 4 victoires, 6 défaites, 2 anciens coachs de Bill Belichick à la tête de ces deux équipes-là. Avec le succès qu'on sait. Oui, Roméo Crennel c'est moins choquant je trouve. Après il a une carrière un peu plus longue aussi. Il n'a pas toujours été coach. Bon, à part une année à Cleveland, c'est pas ouf. Ouais, enfin c'est toujours mieux que Patricia. Voilà. Allez, le fait n'est pas là sur ce match-là. En l'occurrence, j'ai du mal à trouver des éléments enjaillant, on va dire, dans la mesure où ces deux équipes qui ont été un peu pénibles à regarder. Les Lions, il y a toujours des petites bribes de temps en temps. Les Texans, finalement, c'est un peu pareil. C'est un quarterback qui est un peu esselé, encore que je suis un peu dubitatif sur ce match-là. Heureusement, on sera avec vous pour le commenter et pour répondre à vos questions et vous distraire pendant les phases un peu plus lentes. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Grégory, de ce match ?
Tease-nous ce match que. Fais mon travail dans un lequel peu. on va se lâcher. Oui, non, bah écoute, c'est sûr qu'il n'y a pas énormément d'éléments rassurants, surtout quand on va dire que la seule chose qui est vraiment notable sur ce match-là, c'est les trajectoires des deux équipes. On a des Texans qui, notamment par rapport à leur calendrier, ont très mal commencé et qui se reprennent un peu en fonction des adversaires. Il y a une victoire quand même contre New England qui n'est pas négligeable, contre une équipe qui sortait d'un succès contre les Ravens. Et à l'inverse, il y a Détroit où, sans trop de surprises, malheureusement, ça commence déjà à se déliter. Avec un jeu au sol où plus rien ne fonctionne, avec des largesses défensives qui sont assez impardonnables à un tel niveau de compétition. Donc c'est sûr que tout ça mis bout à bout, c'est pas très très optimiste. Je sais pas si Kenny Golladay revient, parce que c'est le seul motif d'espoir actuellement du côté des Lions, surtout quand on connaît le niveau du backfield défensif de Houston. Mais je parlais de match à points tout à l'heure, à mon avis on peut en avoir, et malheureusement par rapport au niveau des défenses, j'aurais quand même tendance à aller vers Détroit, parce que je l'ai dit, la défense de Houston, hormis J.J. Watt bien sûr qui continue d'assurer un minimum son statut, le reste c'est quand même extrêmement pénible. Je pense qu'il y a quand même moyen pour Détroit de se remettre dedans et d'épingler les Texans, mais je suis plus sûr de rien à ce moment-là. Ouais. Pour répondre à ta question, Kenny Golladay est out pour le match de ce soir. Donc, moi je vais prendre les Texans parce que je crois plus en leur dynamique actuelle, comme tu l'as dit. Mais pareil, rien ne serait très surprenant. Pardon, je n'ai pas entendu. Tu prenais qui, toi ? J'ai dit Détroit. Très bien, parfait, c'est noté. Deuxième match de ce jeudi à 22h30, la Washington Football Team à 3 victoires et 7 défaites qui affronte les Cowboys, bien sûr, à 3 victoires et 7 défaites. Les Cowboys qui jouent toujours le jeudi de Thanksgiving. Il y a un très bon article sur le site à ce sujet, n'hésitez pas à aller le lire. On joue la tête de division, bien sûr, dans ce match, Grégory Richard. Mais toutes les équipes de la NFCS jouent la tête de division, donc ça ne changera pas. Mais là, voilà, il y a un adversaire direct, donc peut-être des points faciles à prendre pour un éventuel tie-break en fin de saison. Les Cowboys qui viennent de sortir d'une victoire un peu surprenante face à Minnesota. Est-ce que ce serait je sais même pas comment on peut appeler ça, mais pas le retour en grâce, mais le sursaut d'orgueil des Cowboys? Oui, en tout cas ça peut l'être. C'est vrai que cette victoire à Minnesota intervient au bon moment, à l'heure de retrouver un adversaire de division qui les avait battus au match aller. C'est sûr que ça va être un match-up intéressant, la grosse attaque de Dallas, qui en plus récupère un Ezekiel Elliott enfin capable de faire un match à 100 yards contre la bonne défense de Washington. Défensivement, les Cowboys ont été plus appliqués à Minnesota, donc face à cette fébrile attaque de Washington, j'aurais quand même tendance à miser sur Dallas pour ce match-là. Moi aussi. Après, en face, il y a quand même, on en a longuement parlé, on en a bien parlé tout à l'heure. Il y a une bonne défense et il y a notamment Chase Young. Est-ce que il peut à lui tout seul aller reblesser Andy Dalton, stopper Ezekiel Elliott, faire le café, le taf, tout ce que tu veux? C'est un bien beau projet que tu as pour blesser Andy Dalton, mais non, tout seul, je sais pas. Je te dis, je pense pas que Washington perdra avec la défense. Je pense que c'est plus l'attaque qui sera rédhibitoire sur ce match-là. Et c'est pour ça que je vois Dallas marquer quand même un peu plus de points que Washington. On est d'accord, il y a beaucoup plus d'arguments du côté de Dallas et je vais les sélectionner également. On passe du coup au match de 19h dimanche. Raiders 6 victoires, 4 défaites, Falcons 3 victoires, 7 défaites. Les Raiders qui passent pas loin de battre les Chiefs une deuxième fois dans la saison, ce qui aurait été un petit exploit. Il y a une bonne équipe, il y a un projet qui est clair et qui est efficace. Tout ce que n'a pas Atlanta, si je peux le dire ainsi, Greg. Oui, écoute, il y a pas grand chose à dire. Tu te dis bien que je vais conserver, je vais reprendre en tout cas, parce que je me suis repris quelques-uns ces dernières semaines, mais je vais reprendre la bonne tradition. Les Raiders, il y a quand même plus de voyants, largement plus de voyants au vert, en effet, après que le fait d'avoir presque épinglé le champion en titre et en tout cas mis en difficulté sur 2 rencontres consécutives. On a vu qu'à Atlanta, il y avait des difficultés. Défensivement, on ne le découvre pas. Offensivement, en plus, avec de nouveau une prestation exécrable le week-end dernier. Donc ce serait compliqué pour moi de ne pas mettre Las Vegas sur cette rencontre.
D'autant que je lis que Todd Gurley et Julio Jones sont tous les deux un peu blessés. Ouais, faut le mettre dans du formal, Julio Jones. Attendons l'année prochaine, c'est très bien. Voilà, c'est pas forcément rassurant pour Atlanta. Je prends évidemment les Raiders sur ce match aussi. Chargers, 3 victoires, 7 défaites chez les Bills. 7 victoires, 3 défaites. Oui, c'est ça, c'est l'inverse exact. Tu vas pas mettre les Chargers à 7-3 quand même, arrête tes histoires. Non. Mais il mériterait d'y être, ça suffit. Alors c'est rigolo, Anthony Lynn n'a jamais perdu face aux Bills et Sean McDermott n'a jamais gagné face aux Chargers. Ils ont pas dû s'affronter 600 fois en bleu. Deux fois au cours des 3 dernières années. Donc non, bien sûr, il y a pas vraiment photo sur le papier. Parce que les Bills ont un bien meilleur bilan et ont montré beaucoup plus de choses face à des équipes très fortes, là où les Chargers, même avec des équipes à leur portée, trouvent toujours le moyen de se saborder. Maintenant, et là c'est pas le fan qui parle promis, il y a quand même des arguments très intéressants du côté de Los Angeles. Oui, mais c'est toujours les mêmes arguments. On en avait parlé mardi. C'est sûr qu'il y a une connexion qui se fait bien dans le domaine aérien entre Herbert et Allen. Il y a en effet éventuellement des éléments en défense, en tout cas des passages qui font que tu peux te dire oui, cette équipe-là peut mettre en difficulté. Voilà, surtout que là en plus avec le backfield offensif de Buffalo qui a du mal depuis le début de la saison, il y a peut-être moyen de les freiner un peu. Après, c'est tellement inconstant que malheureusement, sur l'ensemble d'un match, j'ai du mal à dire autre chose que Buffalo qui a l'air de bien s'être refocalisé et reparti pour éventuellement s'assurer la tête de la FC Est, surtout avec la défaite de Miami le week-end dernier à Denver. Après, bonne nouvelle pour Los Angeles, ils ont viré l'entraîneur des équipes spéciales, donc peut-être pas de punt bloqué sur ce match, on verra. Beaucoup plus d'arguments de toute façon du côté des Bills. J'ai fait le vœu pieux au début d'année, la croisade sainte de mener les Chargers de choisir les Chargers dans chaque match. Je ne dérogerai pas à ma règle, mais j'y crois très très peu. Donc les Chargers pour moi. Ça me va très bien. Tu prends les Bills, j'imagine. Giants, 3 victoires, 7 défaites. Bengals, 2 victoires, 7 défaites, 1 nul. Ouh là là, cette affiche, elle fait mal aussi. Les Giants, bien sûr, ont en vue la tête de la division. Je vais le répéter pour chaque équipe des NFC, je suis désolé. Les Bengals qui, a priori, auraient nommé leur quarterback pour le prochain match. Et évidemment, j'ai oublié de le nommer. Brandon Allen. Voilà, Brandon Allen. Brandon Allen, oui, bien sûr, il y a toute une histoire que Brandon Allen, qui avait été remplacé chez les Bears par Trubisky, qui a été remplacé par Foles. Je croyais que tu allais dire qu'il l'avait mauvaise. Non. Il l'avait mauvaise, Allen. Oui, je l'ai compris en même temps. Je suis désolé, j'ai pas bien réagi. Bon, les Bengals, voilà, évidemment orphelins de Joe Burrow. Les Giants qui sortent d'une bye week et d'une victoire importante à Philadelphie en semaine 10. C'est le moment de confirmer la dynamique forcément plus positive par rapport au début de saison du côté de New York, Greg. C'est ça, et puis encore une fois, j'ai presque envie de dire c'est un cadeau inespéré qu'a fait le rival Washington en blessant. Et encore une fois, c'est bien sûr pas volontairement. C'est pas pour faire du mauvais esprit, mais voilà, bon, je pense que les Giants ne joueront pas le même match, je pense, à Cincinnati avec et sans Joe Burrow. Très clairement, même si on a vu quelques bonnes surprises cette année, des QB backup qui déshonorait pas, on se rappelle de la prestation de Gary Gilbert contre Pittsburgh ou ce genre de choses, donc faut jamais dire que sur un match là, surtout avec une équipe d'NFC Est, c'est du tout cuit, c'est du tout cuit, je vais y arriver, mais ouais, c'est sûr qu'il y a une défense du côté de New York pour suffisamment ralentir cette attaque de Cincinnati, qui en plus, sauf erreur de ma part, sera toujours privé de Joe Mixon, qui a toujours une ligne relativement décevante. C'est un peu le problème, ouais. Donc non, franchement sur ce match-là, j'en parlais, en plus les Giants sont quand même sur une période assez positive, donc je les vois bien les s'imposer du côté de l'Ohio. Je ne vois pas Joe Mixon sur la liste des blessés, donc... s'il revient, tant mieux pour Cincinnati. On va voir. Les Giants pour moi aussi, bien sûr.
Tennessee Titans, 7 victoires, 3 défaites chez les Indianapolis Colts, 7 victoires, 3 défaites. Les deux se sont affrontés il y a 3 semaines, je crois, ou 2 semaines. Bon, bref. En l'occurrence, c'est les Colts qui l'avaient emporté, un peu à la surprise, puisque à ce moment-là, la dynamique était plutôt en faveur d'Indianapolis. Les deux ont gagné la semaine dernière, et en prolongation, d'ailleurs, à chaque fois, pour ces deux équipes-là, et se retrouvent ce soir. Et voilà, là il y a du coup je sais pas bien si les deux s'annulent, se battent l'un l'autre, comment ça marchera en termes de tiebreaker, mais enfin bon, le but c'est quand même d'essayer d'aller gagner pour avoir le meilleur bilan et pour remporter cette division qui finalement va se jouer à 2 et pas à 4 comme on l'imaginait en début de saison. J'ai du mal à dire qui est le mieux lancé avant ce match-là, parce que vraiment ça m'a l'air solide des deux côtés. Greg, qu'est-ce que tu en penses ? Bah écoute, au moins Tennessee a eu tendance à rassurer avec cette victoire du côté de Baltimore, mais c'est vrai qu'il restait sur des semaines un petit peu plus poussibles. Alors la défaite contre Pittsburgh n'était pas déshonorante en soi, mais il y avait eu notamment cette défaite qui faisait un petit peu tâche du côté de Cincinnati. Il me semble qu'il y avait eu une autre rencontre entre-temps où ça n'avait pas été bien fameux pour les Titans. Toujours est-il que là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on les a vus de nouveau être appliqués contre Baltimore. Est-ce que c'est le syndrome du match qui nous a vraiment relancé dans une nouvelle ère l'année dernière, etc. Je sais pas. Mais là, en tout cas, c'est vrai que la défaite contre Indianapolis, elle n'était pas flagrante. Je l'ai dit, c'est vraiment un gros momentum des Colts qui leur permet justement d'aller chercher ce succès du côté de Nashville. Maintenant, Indianapolis a quand même les clés, je trouve, pour mettre en difficulté de nouveau cette équipe de Tennessee. Il n'y a pas de pass rush du côté de Tennessee face à une excellente O-line. Il y a un bon run-stop d'Indianapolis face à ce qui est quand même la plus grosse force des Titans, à savoir Derrick Henry. Même si c'est toujours facile de dire il faut juste le contenir. Les Ravens l'ont plutôt bien fait pendant longtemps avant de craquer en prolongation. Mais en tout cas, il y a quand même des armes en termes de match-up qui peuvent permettre à Indianapolis. En tout cas, je vois rien de rédhibitoire sur le papier en tout cas, qui ferait pour Indianapolis qui perdrait assez nettement contre Tennessee. Après, c'est un match de division, c'est un match contre une équipe de Tennessee qui a l'air de démontrer un certain caractère. Donc très franchement, même s'ils ne sont pas séduisants chaque semaine, au moins sur un match comme ça aussi décisif qui peut leur permettre de remettre la main sur la FC Sud, faut jurer de rien, mais c'est vrai que j'aurais tendance à aller vers Indianapolis pour poursuivre cette bonne série actuelle du côté des Colts. Je suis d'accord avec toi, et en fait je vois pas d'éléments qui seraient très différents par rapport au match de la dernière fois, qui fait que les Titans ont vraiment un ascendant sur un point sur lequel ils avaient été battus la fois d'avant. Enfin voilà, pour moi il n'y a pas énormément de différence, et là-dessus les coachs peuvent effectivement s'appuyer. Sur Derrick Henry, je suis d'accord avec toi, et moi ce qui me frappe, c'est que, et je pense que ça frappe aussi les mecs en face, c'est qu'en fait le type tout le match est toujours aussi fort, et que forcément au début de match tu le tiens à peu près, mais au bout d'un moment c'est plus possible. C'est ça, c'est toujours la même chose, et ça va te faire plaisir. C'est l'exemple qu'on prenait avec un joueur d'un tout autre profil, mais un Tomlinson à l'époque. C'est-à-dire que c'est pas un joueur rapide, mais c'est un joueur qui est constamment en mouvement, c'est un joueur qui tourne toujours, si je peux parler ainsi, et forcément la loi de la gravité étant ce qu'elle est, à partir du moment où tu n'arrives pas à le plaquer, ou en tout cas à ralentir sa mise en marche, ça commence à devenir compliqué. On voit que des fois il s'engouffre dans des brèches où c'est bloqué de toutes parts, et il arrive quand même à trouver ce changement de direction justement en cassant au moins un plaquage. Donc en effet, ça va être ce sera pas évident pour la défense d'Indianapolis de le stopper très clairement, mais en tout cas de ce qu'on voit depuis le début de la saison, il y a des armes sur le premier rideau et sur le poste de linebacker pour tenter de le faire. Tomlinson, c'est Ladenian Tomlinson, je connais pas bien ce joueur. Allez, on parlera pas des futurs Hall of Famer, monsieur Villeroy. On en parlera sans moi. Cleveland Browns, 7 victoires, 3 défaites chez les Jacksonville Jaguars à 1 victoire et 9 défaites. Quoi dire sur cette équipe ? Honnêtement, je suis pas, je trouve pas que Jake Luton, tu vois, tu disais tout à l'heure les quarterbacks remplaçants qui sont pas déshonorants. Je pourrais mettre Jake Luton dans cette catégorie. Il est pas déshonorant pour un quarterback remplaçant à Jacksonville. Après, il a montré des bonnes choses, notamment sur le premier match contre Houston, mais bon, de toute façon,
il y a tellement pas grand-chose, il y a tellement plus grand-chose dans cette équipe-là. On lance énormément de jeunes. En plus, il y a des blessures. Je crois qu'ils ont perdu, ils ont perdu Norwell et Allen le week-end dernier. Alors, c'est pas forcément, ça veut pas dire qu'aucun des deux reviendra. Je crois que Josh Allen va peut-être revenir ce week-end, mais enfin, voilà. En plus, les blessures s'en mêlent. Donc, c'est ce que je disais cette semaine. Il y a plus grand-chose à espérer du côté de cette équipe de Jacksonville. Et très franchement, voilà, Cleveland a une chance en or, c'est-à-dire que ils ont globalement géré les embûches du début de saison pour arriver à une fiche de 7-3, que la manière soit là ou pas. Là, ils vont quand même profiter d'un calendrier, hormis notamment la réception des Ravens et la dernière semaine contre Pittsburgh, où franchement, ils ont entre guillemets un boulevard, quoi. Ils vont avoir Jaguars, Giants et je crois Jets à l'extérieur. Ça fait partie de ce calendrier où ils doivent vraiment capitaliser dessus pour maximiser les chances de qualification en play-off. Et je les vois pas perdre quand même du côté de Jacksonville. En tout cas, ça ferait énormément de tâches vu ce que montrent les Jags au cours de ces dernières semaines. Le calendrier complet pour votre gouverne. Chez les Jaguars, chez les Titans, ils reçoivent les Ravens. Ils vont chez les Giants et les Jets. Giants et Jets à la suite à l'extérieur, pratique, ils vont jouer finalement à domicile les deux matchs, et Steelers en dernière semaine. Donc effectivement là-dedans il y a facile 3 victoires 3 défaites, et ça ferait un bilan de 10-6 qui serait pas mal et qui peut éventuellement leur accorder une place au en moins wildcard. assurer les victoires qu'ils peuvent obtenir. Après voilà, on verra les 3 autres s'il y a possibilité, quoi. Mais Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Et sur ce match-là, il y a assez peu, en tout cas, de suspense. Attention, en NFL, rien n'est jamais joué. En tout cas, on voit que depuis qu'ils ont récupéré Nick Chubb, ça leur fait du bien. Donc, je serais étonné encore une fois qu'ils se prennent les pieds dans le tapis sur ce match. Clairement, donc on va prendre les Browns tous les deux. Carolina Panthers, 4 victoires, 7 défaites chez les Minnesota Vikings à 4 victoires et 6 défaites. Ils ont toujours pas fait leur bye week, les Panthers? Non, Tampa et Carolina ont une bye week en week 13. C'est les deux derniers. Je sais pas pourquoi ils jouent. Enfin, je pense que c'est le fait que ce soit Thanksgiving, mais bon, pourquoi d'habitude ils ont tous joué à l'issue de la 11e semaine. Je sais pas s'il y a des reports de calendrier, mais en tout cas, on se retrouve avec des équipes. Il y a peut-être la Covid qui a un peu perturbé des calendriers. Bon, sur ce match-là, Carolina Panthers 4 victoires, 7 défaites, je l'ai dit. Vikings 4 victoires, 6 défaites. Les Vikings, c'est dommage, le feu d'artifice n'aura duré qu'1 ou 2 semaines. Maintenant, attention, parce que sur ce match-là, c'est deux équipes qui ont a priori plus grand chose à jouer. Teddy Bridgewater serait de retour, on pense, pour les Panthers, et peut-être également Christian McCaffrey, pour combien de temps on ne sait pas, mais bon, j'ai quand même envie de croire que Minnesota, même si le rêve est quasi fini, a plus d'éléments offensifs notamment pour aller se gagner ce match-là. Il n'est pas facile ce match-là, hein. Ce serait beau que Bridgewater revienne pour retrouver les Vikings. Sous un autre maillot, je suis pas sûr que c'est arrivé chez les Jets ou chez les Saints. Mais peut-être bon, au-delà de ça, je sais pas. C'est deux équipes qui montrent des visages assez différents ces dernières semaines, notamment Minnesota. Je parlais d'Aaron Stopp qui faisait meilleure figure du côté des Panthers. Ça me paraît quand même un peu compliqué de pouvoir freiner durablement Dalvin Cook. Qui même avec des soucis de fumble, notamment le week-end dernier, la défaite de son équipe a quand même été performant contre les Cowboys. Voilà, c'est sûr que la ligne de Détroit a donné l'impression que le pass rush de Carolina était monstrueux, mais j'ai pas cette garantie-là sur toutes les semaines de compétition, et je pense que même avec le niveau des tackles extérieurs, enfin des linemen extérieurs de Minnesota, ça devrait réussir à contenir un minimum le pass rush de Carolina. Donc j'aurais tendance à y aller vers Minnesota sur cette rencontre. On disait tout à l'heure, est-ce qu'un mec comme Chase Young avec un bilan aussi négatif peut être élu rookie défensif de l'année? Est-ce que dans le même idée, Dalvin Cook avec un bilan aussi terrible pour les Vikings peut quand même viser un titre de joueur offensif de l'année? Ouais, pourquoi pas, ça dépend des chiffres encore une fois, mais c'est vrai que si on prend l'exemple d'un Adrian Peterson, notamment à l'époque, il l'avait été, alors que Minnesota n'était pas forcément, je veux pas les premiers rôles. Il a quand même permis à Minnesota de surnager et de justement se battre pour aller chercher les playoffs en fin de saison, ce qui sera à mon avis pas le cas de Dalvin Cook. Si Minnesota avait gagné le match du week-end dernier, je t'aurais dit oui. Là, c'est sûr que ça commence à rentrer dans le rang. Après, si la prestation est vraiment d'ampleur, s'il pète un record ou quelque chose comme ça, faut jamais dire jamais. La même année qu'Adrian Peterson, il y a Calvin Johnson qui fait une année record à Détroit, dans une année un peu plus anonyme pour les Lions.
Et je suis pas sûr que Calvin Johnson était plus mis que ça en avant, en l'occurrence, par rapport à sa saison. Après, l'année de Peterson, il passe à 9 yards du record de l'histoire de la De NFL. Dickerson, Bon. ouais. Oui. C'est Oui, mais 9 yards, je crois. il emmène quand même Minnesota en playoff. Ah bah, il les emmène littéralement. Voilà, ce qui sera sans doute pas le cas de Dalvin Cook. En Non, l'occurrence. donc bon, c'est pour ça que ça me paraît compliqué pour lui. Arizona Cardinals, 6 victoires, 4 défaites chez les New England Patriots à 4 victoires et 6 défaites. Oui, c'est ça, c'est pareil. Ces histoires de fiches qui sont les mêmes d'un côté et de l'autre, ça me perturbe à chaque fois. Les deux qui sortent d'une défaite un peu surprenante à chaque fois quand même, parce qu'on voyait les Cardinals peut-être sur une meilleure dynamique que Seattle, on voyait les Patriots sur une meilleure dynamique que Houston. Là, ça va être un peu le match du rachat et je me rends pas bien compte, mais les Patriots qui avant perdaient jamais de match de suite, là cette année, je crois que cette stat elle est partie à la poubelle. Je vois quand même plus de bonnes choses du côté d'Arizona, surtout en attaque en fait. Bah, je peux difficilement te dire autre chose que Arizona sur ce match-là. C'est vrai que malheureusement les Pats sont beaucoup trop irréguliers et pourtant je suis convaincu que c'est un match où ils peuvent poser des problèmes à cette attaque d'Arizona. Il me semble que Stephon Gilmore revient en plus sur un match où il se retrouve en match-up avec DeAndre Hopkins, donc a priori il y a quand même moyen de poser des problèmes au jeu aérien d'Arizona, même si ça se limite pas qu'à l'ancien joueur de Houston bien entendu, mais en tout cas je pense qu'ils ont moyen éventuellement défensivement de freiner un petit peu Kyler Murray, de le faire un petit peu déjouer. Après, ce sera toujours la même chose. Que vaut cette attaque? Qu'est-ce qu'elle peut apporter avec un Cam Newton qui peut produire au sol et à la passe, mais qui, dans les moments clés, a l'air extrêmement rouillé. Je sais pas. Encore une fois, je te dirais Arizona parce que d'un point de vue logique, d'un point de vue comptable, mais c'est un match où on peut de nouveau être surpris comme on l'a été il y a 15 jours contre Baltimore. Je regardais, il n'y a que Rex Burkhead pour l'instant qui est out pour le match et pour le reste de la saison du côté des Patriots. Tout le monde est questionable, mais là on est jeudi, on parle de dimanche, donc tout peut encore évoluer. Stephen Gilmore, on ne sait pas encore très bien. Je regardais, mais il n'y a pas des anciens joueurs de New England du côté d'Arizona. J'étais en train de chercher. Il y avait Chandler Jones, mais qui est out de saison. Ouais, bah voilà, c'est ça, c'est ce que je cherchais, et effectivement, il n'est pas là. Bon, du coup, Arizona pour moi également. Dolphins, 6 victoires, 4 défaites chez les Jets à 0 victoire et 10 défaites. Malheureusement, comme souvent avec les Jets cette année, pas grand chose à mettre en valeur de leur côté. Ils ont fait jeu égal face aux Chargers la semaine dernière pendant un petit moment. Là où les Dolphins se sont fait surprendre par Denver, alors peut-être, Greg. C'est ce que j'allais te dire. Peut-être que si défensivement ils arrivent à charbonner comme la défense de Denver l'a fait, il y a peut-être moyen éventuellement de mettre en difficulté cette équipe de Miami, mais je vois pas les Dolphins ne pas s'être ajustés en une semaine, enfin en tout cas ne pas s'être mieux préparés et se faire marcher dessus une deuxième semaine de suite, surtout quand on voit quand même l'irrégularité chronique de ce groupe de Greg Williams. Voilà, c'est sûr qu'ils ont perdu des éléments. Ils ont laissé partir McClendon, Williamson, Désir. Bon, ça commence à faire un petit peu beaucoup désormais pour espérer être compétitif sur tout un match. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, oui, je les vois pas en tout cas offensivement réussir à mettre en difficulté cette équipe de Miami. On a vu que Denver, même avec un jeu au sol bien rodé, un Drew Lock qui limitait les erreurs, ça a marqué 20 points, hein, donc c'était pas non plus fabuleux. Et je vois pas les Jets franchir cette barre-là, donc voilà, j'aurais tendance à y aller sur Miami forcément pour se remettre un petit peu en confiance. On va pas balayer d'un revers de main tout ce qui a été fait ces dernières semaines juste pour une contre-performance chez les Broncos. Donc Miami de mon côté. Miami pour moi aussi. Bon voilà, on a vu peut-être un peu les limites de Tagovailoa. Il avait été très bon sur ses premiers matchs. Évidemment, il n'est qu'un rookie. Après, normal de s'il a pas de ligne, il a pas de ligne. Hein, je veux dire, c'est toujours la même chose. Hein, on peut pas faire des miracles non plus. Hein. Donc Dolphins pour nous deux. Dimanche à 19h15 donc. Ravens 6 victoires 4 défaites face aux Steelers à 10 victoires 0 défaites qui devait se jouer ce jeudi soir, on vous le rappelle, qui est décalé dimanche à 19h15. Donc il démarrera avec
15 minutes d'écart. Pareil, je suis un peu dubitatif sur ce move, mais très bien. Ils se sont déjà affrontés cette année, si je ne dis pas de bêtises, Oui. et c'était évidemment les Steelers qui avaient gagné, puisque les Steelers n'ont pas perdu, ça c'est facile à deviner. Même question que pour tout à l'heure, Titans Colts, qu'est-ce qui peut avoir changé en faveur des Ravens depuis ? Ou en défaveur d'ailleurs, hein, parce qu'en l'occurrence je pense que c'est plus là que tu as des trucs à dire. Je sais pas, ouais, là on commence à être un petit peu inquiet et c'est sûr que du côté de Baltimore, je pense que défensivement ils ont moyen de poser des problèmes à cette attaque de Pittsburgh, ça c'est pas une nouveauté de le dire, mais et ce malgré les absences notables qu'ils ont depuis plusieurs semaines du côté de la D-line. Mais ouais, offensivement ça a l'air de tellement souffrir, surtout quand on sait que le joueur le plus performant en attaque du côté de Baltimore ces dernières semaines joue dans un secteur où du côté de Pittsburgh, on s'éclate un petit peu cette année, hein, pour preuve les 4 interceptions des safety Fitzpatrick et Edmonds le week-end dernier. Donc ça va quand même pas être une mince affaire pour Lamar Jackson. Et j'ai du mal à voir cette équipe de Baltimore vraiment bousculer cette défense de Pittsburgh. On sait jamais, encore une fois, ça reste un duel de division contre deux équipes qui se craignent mais qui se respectent en même temps. Donc très franchement, c'est pas forcément un match à prendre à la légère. Pittsburgh à domicile se balade pas ces dernières années contre Baltimore, bien au contraire. Maintenant, ouais, c'est sûr que là, sur ce match-là et la dynamique globale, j'aurais du mal à te dire Baltimore, donc je joue Pittsburgh. Je vais jouer Pittsburgh aussi, et je me faisais la réflexion entre Mike Tomlin et John Harbaugh. C'est vrai que jusqu'à maintenant, peut-être que aussi les titres, bon alors Mike Tomlin certes, mais peut-être que John Harbaugh a eu un peu en tout cas dans ma tête, John Harbaugh a toujours été un peu un meilleur coach que Mike Tomlin. S'il gagne ce match-là, Tomlin, je vais peut-être revoir un peu mon jugement, parce que ça commencera à faire beaucoup, et peut-être que là le message commence un peu moins à passer dans le vestiaire pour le coaching staff des Ravens, et peut-être que éventuellement si l'année se passe pas si bien que ça, on peut. Est-ce que c'est réaliste d'assister à un changement de ce côté-là, Greg ? De quoi, à Baltimore ? Ouais. Wow, Pas en plein de saison, hein, mais à la fin. Non, mais bon, je trouve que je suis pas totalement d'accord avec toi. Moi, j'appréciais beaucoup plus le boulot d'un John Harbaugh que celui de Mike Tomlin. C'est vrai que j'avais parlé notamment mardi des petits soucis en interne. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes de pénalité ces dernières semaines du côté de Baltimore. Maintenant, je trouve que ce qui est quand même assez notable, faut pas non plus perdre de vue le fait que il y a des cadres qui sont arrivés via la free agency du côté, ou via des trades du côté de Baltimore, mais il y a aussi un effectif qui a été massivement renouvelé par le biais de la draft, qui est un effectif qui est assez jeune. Et c'est ça aussi, c'est que je trouve que John Harbaugh, contrairement à Tomlin, a dû orchestrer quand même une reconstruction assez massive à son arrivée du côté de Baltimore, même après le départ de Joe Flacco. Alors que bon, Mike Tomlin, une dernière nouvelle, depuis qu'il est arrivé, il n'y a pas eu autre chose que Big Ben. Il y a une grosse défense bien sûr qui est dans la tradition locale, mais où ça on peut pas lui retirer, et il y a une attaque qui a su progresser sur certaines campagnes et être inarrêtable comme lors de la période Bell Brown, mais voilà, sans vouloir forcément comparer, certains préfèrent Tomlin, d'autres Harbaugh. Moi, j'apprécie le travail global de John Harbaugh, et pour répondre à ta question, non, je pense pas que c'est une équipe qui était première d'AFC l'année dernière, donc voilà, je les vois pas tout le bouleverser maintenant, c'est pas dans la philosophie locale. Donc ouais, non, déjà voyons voir s'ils se qualifient en play-off. Je pense que c'est la priorité actuelle, et voilà. Sur ce match-là à Pittsburgh, ils auront pas mal de fil à retordre. On est d'accord, je vais prendre les Steelers également sur ce match. Du coup, dimanche ça nous fait quelle heure après ? Ça nous fait 22h05. Les Saints à 8 victoires et 2 défaites chez les Broncos à 4 victoires et 6 défaites. Et alors, Taysom Hill, tout le monde se moquait, mais finalement, c'est pas mal du tout. Ça, en tout cas, ça se défend. Bien aidé, toujours évidemment par Alvin Kamara au sol et dans les airs. Sur ce match-là, la marche va être un peu haute peut-être pour Denver, qui a surpris Miami la semaine dernière. On passe quand même dans la cour des grands, et je crois que les Broncos n'y sont pas, donc ça va être compliqué pour eux. Donc tu joues les Saints ? Je joue tout à fait les Saints. Non, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'en effet, c'est un match-up qui va être extrêmement intéressant, cette attaque des Saints contre la défense de Denver, parce que c'est là où on va voir qui va réussir à confirmer. Si en effet Taysom Hill va réussir à
a confirmé au moins ses bonnes dispositions de seconde période, parce que j'en démords pas, la première mi-temps n'était pas délirante de la part du quarterback des Saints, dans un autre environnement, face à une défense un peu plus appliquée quand même que ce qu'il aura rencontré contre Atlanta, et puis de l'autre côté, il y a une équipe de Denver qui reste sur une campagne qui reste sur un match avec beaucoup de sacs contre Miami, mais qui va quand même affronter une ligne offensive qui est sur le pass pro, et pas l'équipe la plus facile à prendre, donc ça va nous donner un duel assez excitant à voir. Après, c'est sûr que on a eu des erreurs limitées de la part de Drew Lock le week-end dernier. Pour rester sur le niveau assez impressionnant de la défense des Saints ces dernières semaines, je pense qu'ils ont quand même moyen de provoquer des turnovers et de faciliter le boulot à l'attaque de nouveau pour permettre aux Saints de l'emporter de nouveau et de s'imposer du côté du Colorado. 23 pertes de balles quand même pour les Broncos cette année, c'est beaucoup. C'est un peu beaucoup. Saints pour nous deux du coup, pas Broncos, attention, Saints. San Francisco 49ers, 4 victoires, 6 défaites chez les Rams, à 7 victoires et 3 défaites. Encore un petit duel de division, ils se sont joués cette année, c'était les Niners qui avaient gagné, dans un moment où ils ont gagné 2-3 matchs un peu surprenants. Ils avaient gagné 24-16. Malheureusement, les Rams sont dans une dynamique complètement différente et les Niners n'ont cessé de perdre du monde et du coup de s'écrouler. J'ai peur que ça soit rédhibitoire et que là-dessus les Rams puissent gagner ce match qui en plus leur donne potentiellement la tête de la division. Donc tout me paraît en faveur de Los Angeles. Ouais, c'est compliqué, tu l'as dit, c'est vrai que c'était une mini surprise que les Rams s'inclinent du côté de San Francisco. Après, c'est sûr que ça correspond aussi à cette saison un petit peu... je pense que le terme est même plus mitigé actuellement du côté de la Californie parce qu'il y a un effectif qui est tellement déplumé d'une semaine sur l'autre que quand il y a un minimum d'armes pour réussir à être dissuasif, c'est une équipe à surveiller. Là, en l'occurrence, il reste toujours un peu en difficulté à ce niveau-là, toujours privé de certains joueurs cadres en déplacement chez l'équipe des Rams qui a fait le plein de confiance après un succès à Tampa. Ça me paraît difficile pour l'équipe de Kyle Shanahan. J'irai vers les Rams en l'occurrence, mais gare à la mauvaise surprise de nouveau pour Los Angeles. Ouais, les Rams aussi. Honnêtement, je crois moins à la surprise que la première fois. Mais de toute façon, tu l'as dit, en NFL, attention, rien n'est jamais joué. Dimanche 22h25, Kansas City Chiefs à 9 victoires et 1 défaite chez les Buccaneers à 7 victoires, 4 défaites. On en a parlé dans notre affiche de la semaine. Et tu as choisi les Buccaneers. Tout à fait. Et j'ai choisi les Chiefs. Le Sunday Night Football, l'affiche bien sûr entre les Bears à 5 victoires 5 défaites et les Packers 7 victoires 3 défaites. Greg, ce sera le 199e match entre ces deux équipes, avec des stats assez serrées d'ailleurs parce que les Packers ont 98 victoires contre 94 défaites et 6 matchs nuls, donc c'est une rivalité très très ancienne en NFL. Plus ancienne, les Bears, j'ai un doute, je l'ai pas dit parce que j'ai un doute entre les Bears et les Lions ou les Packers et les Lions. Enfin, ces équipes de NFC Nord de toute façon, comme Packers Bears c'est la plus ancienne, mais je revérifierai si vous voulez, je vous donnerai la stat. Mais le fait est qu'effectivement, c'est probablement la plus ancienne, si ce n'est l'une des plus. Sur ce match-là, il y a quand même une équipe de Chicago qui arrive d'une semaine de 5-0 à 5-5, donc 5 défaites d'affilée, c'est quand même compliqué. Les Packers ils étaient pas à 5-0 les Bears, hein. Ils étaient à combien ? Ils ont dû monter à 4-1, je sais plus quand est-ce qu'ils récupèrent leur 5e succès, mais en tout cas ils sont pas sur une bonne dynamique. Pour moi, voilà, merci, c'était un peu le propos que je voulais avancer. Là où les Packers sont pas rassurants ni réguliers, mais ont toujours de quoi aller gagner un match, pas sur un malentendu, mais aller gagner un match avec leur force quand il faut, les forces qui varient d'ailleurs d'une semaine sur l'autre. Quelle va être la force sur ce match-là pour les Packers ? La force pour les Packers, j'ai presque envie de te dire, en tout cas ce qui peut leur permettre de s'imposer, c'est forcément la O-line, qui en l'occurrence, en tout cas l'attaque de Green Bay a pas été déshonorante du côté d'Indianapolis. Si on met de côté, c'est un peu une phrase un peu bête ce que je vais dire, mais si on met de côté les pertes de balles, les fumbles à répétition qui ont été causés par les Packers, il y avait quand même largement de quoi s'imposer à Indianapolis par le biais de l'offense. Donc c'est vrai que ce genre de phrase, c'est genre s'ils avaient mis 3 touchdowns de plus, ils auraient gagné.
Oui, non, mais après, oui, non, mais je veux dire, en termes d'exécution, Je c'était vois ce bien que tu veux fait. dire. Après, en termes de, on va dire, de discipline, comment dire, de propreté, de protection de balle ou ce genre de choses, bon, là, c'était autre chose, quoi. C'est plus à titre individuel qu'il y a des petites claques à mettre que d'un point de vue purement rendement collectif. Après, On jette pas tout. voilà, c'est sûr qu'il y a quand même de quoi justement rendre ce duel assez excitant contre la défense des Bears. Après, malheureusement, on se répète semaine après semaine, mais voilà, c'est aussi défensivement. Là, pour le coup, le run-stop de Green Bay assure pas depuis le début de la saison. Bah, il y a quasiment rien en face, quoi. Donc, c'est ce qui va peut-être poser problème. Il semble que les Bears justement sortent d'une bye week. Faut voir comment Matt Nagy aura préparé tout ça. La dernière fois que les Packers ont affronté une équipe qui sortait de bye week, sauf erreur de ma part, c'était Minnesota qui s'est imposé du côté du Lambeau Field. Donc il faudra quand même faire attention, entre guillemets, à l'excès de confiance, même si j'ai du mal à y croire en sortir d'une défaite. Mais ouais, c'est franchement, voilà, défensivement, Green Bay a moyen de freiner un petit peu cette attaque plus qu'un petit peu d'ailleurs, cette attaque de Chicago. Ouais. Et l'attaque a de quoi mettre les points, donc ouais, Green Bay en l'occurrence pour moi. Green Bay pour moi aussi. Et le dernier match de la semaine, le Monday Night Football entre les Seahawks à 7 victoires 3 défaites et les Eagles à 3 victoires 6 défaites et 1 nul. Duel de prédateurs aériens. En tout cas sur les logos, un peu moins prédateurs aériens sur le terrain. Ça saute pas aux yeux en tout cas, ouais. Non, surtout, alors encore moins malheureusement du côté de Philadelphie où là on est plus devenu un poussin qu'un aigle la semaine dernière, notamment avec Carson Wentz qui a eu un mauvais match la semaine dernière. Les Seahawks ont battu Arizona alors qu'ils avaient perdu, je crois, leur premier match face à eux. Donc Seattle, voilà, il faut jamais les mettre trop de côté. Bien sûr qu'il y a toujours des problèmes et on le sait, cette équipe n'aura jamais été forte à tous les niveaux au cours de ces dernières années, mais il y a toujours la constance Russell Wilson, et puis il y a toujours un type, en fait il y a des playmakers, que ce soit en attaque ou en défense, et sur un match face aux Eagles, je pense que ça suffit. Bah, en tout cas, on voit que surtout que défensivement, ça commence à prendre de la cohérence, quoi. Donc, c'est sûr que c'est pas la bonne équipe actuellement à prendre pour les Eagles. Hein. On va se dire ce qui est. Hein. Quand on voit la prestation face à des Browns qui étaient relativement brouillons, on peut reprocher beaucoup de choses aux Seahawks, notamment le play call de leur coaching staff, mais j'ai pas dans l'idée qu'en termes d'exécution, de plaquage, de ce genre de choses, les Seahawks soient une des plus mauvaises équipes de la ligue. Donc là, en l'occurrence, ça va être compliqué pour Philadelphie de se remettre dans le bain. On a vu sur certains matchs qu'ils étaient capables éventuellement de déjouer les pronostics. J'oublie pas leur victoire à San Francisco qui sort un peu de nulle part, même si les Niners étaient déjà dans une phase un petit peu délicate. Mais ouais, non, franchement, cette équipe de Seattle, même si elle reste sur 2 défaites en déplacement, je pense que c'est quand même le match où face à une équipe de Philadelphie qui semble un petit peu démunie, ils pourront se relancer. Donc voilà, sans que Russell Wilson force son talent, je les vois quand même s'imposer du côté de Philadelphie. Oui, j'étais en train de regarder. Non, mais j'ai été trompé, mais j'avais l'impression que les Eagles n'avaient pas marqué de touchdown à la course, mais si, c'est juste que je regardais par rapport au nombre de points convertis après le touchdown. Il y en a 14 seulement du côté de Jake Elliott, alors qu'il y a 14 touchdowns passés par Carson Wentz. Je me suis dit, il n'y a pas de touchdown à la course, ici, il y a des conversions à des points, c'est pour ça. Effectivement, je me perds dans mes réflexions. Et les Seahawks, pour moi, sur ce match, très largement, ça devrait le faire pour eux. Voilà, du coup, on l'a dit au début du podcast, il n'y a pas de questions dans cet épisode, puisque vos questions, on les prendra tout à l'heure sur YouTube. Évidemment, j'en refais la promo, puisque c'est l'événement de la semaine, entre guillemets, pour sur Touchdown Actu. On sera à 18h30. L'événement de la semaine devant Macron, tu peux le dire. Oui, c'est pas faux, en l'occurrence pour les fans de Foot US sans doute. On sera évidemment donc sur YouTube à 18h30 avec l'équipe du podcast pour commenter en direct le match, mais ce sera surtout l'occasion de vous retrouver vous sur le chat et de répondre à vos questions et de passer un moment ensemble pour rendre grâce, comme disent les Américains en l'occasion de Thanksgiving. C'est donc la fin de ce podcast 381. Merci de nous avoir suivis. Pour retrouver le site donc sur les réseaux sociaux, c'est TD Actu sur Twitter
et Facebook, Touchdown Actu en entier sur Instagram, et pour le site avec les news, les résumés, les chroniques, c'est tdactu.com. Vous pouvez retrouver Greg sur Twitter @YellowRadiosa ou @RaoulVDG pour moi, et pour nous soutenir, c'est sur Tipeee. N'hésitez pas à rejoindre tous ceux qui nous soutiennent déjà. Je l'ai dit, évidemment, 18h30 pour le match sur YouTube. Merci Greg. Toujours un plaisir. Et à tout à l'heure sur YouTube pour retrouver toute l'équipe, je l'ai dit, à 18h et 18h bien sûr dimanche dans le fauteuil. Très bonne semaine, des bisous, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Fist-Mod pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit.